Moi, c'est Maïté Samuel-Leduc et voici Face Cachée, une série de podcasts produite par Radio Gaspésie où j'ai le plaisir de rencontrer des Gaspésiens qui ont des métiers ou des passions qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, je rencontre Benoît Couillard. Benoît, c'est le brasseur derrière la populaire bière Ovale. Fin trentaine, père de famille, il habite Cap-d'Espoir à moins de 15 minutes de sa microbrasserie. On l'entend pas souvent dans les médias, alors je me suis sentie super privilégiée quand il a accepté que j'aille le rencontrer dans le village de Val-d'Espoir. Pour ceux qui se le demandent, Val-d'Espoir, c'est un petit village dans les terres près de Percé. C'est là où vit Fred, la marmotte la plus populaire du Québec. Je suis allée là pendant une journée d'embouteillage, il y avait pas mal d'action. Benoît avait 5 employés qui travaillaient à couler l'élixir dans les bouteilles pendant que lui surveillait ses cuves où fermentait la saison d'Espinay. Benoît Couillard, artisan brasseur à la brasserie Ovale, ici à Val-d'Espoir. Ici, c'est une petite micro, c'est un ancien hangar de ferme qui a été transposé là, en petite usine de fabrication de bière. Fait que ici, là, on est dans la salle de brassage, je suis en train de remplir ma bouilloire là, tranquillement d'une bière de type saison. C'est tous des équipements en stainless, là, en acier inoxydable, là, d'une capacité là, de système de brassage. Là, je bouille 3000 litres de la fois. Je fais de double brasse pour remplir des fermenteurs qui ont 4800 litres là, au final là, de mou, qui seront en fermentation. Fait que c'est ça qu'on voit ici dans la pièce. Là, c'est un équipement de brassage qui est quand même le 4e dans ma carrière que j'achète. Fait que j'espère que c'est le dernier. T'as commencé à combien de litres, disons, de capacité? Toujours, à l'enseignement chez Pit Caribou, c'est toujours été les deux premiers systèmes, c'est des systèmes de 1000 litres, de 10. On calcule ça en barrel, des 10 BBL. Fait que ça faisait 1200 litres au final, quelque chose comme ça. Ouais, on a 3 fermenteurs, là, plus on pourrait aller voir dans le shell, j'ai les foudres aussi que je fermente dedans, puis les cuves à fruits. Un coup c'est plein, mais on attend, on laisse la levure travailler. La fermentation se fait dans les fermenteurs qu'il y a là, avec l'ajout de levure. Le travail, c'est beaucoup eux qui le font. Nous, on fait la nourriture pour les levures, puis eux, ils font le reste, ils font la bière. La bière, c'est faite avec des céréales maltées, généralement, soit de l'orge, peut avoir de l'ajout de blé, d'autres grains aussi, comme de l'avoine, le seigle, tout ça. Fait que il y a un concassage pour dégager l'amidon. Finalement, on veut aller chercher le sucre. Ça prend du sucre pour faire de l'alcool au final. Fait que on essaie de dégager l'amidon qu'on va faire tremper là, pour venir dégager, là, transformer ces sucres-là en sucre plus simple. Voilà. Les grains sont insérés dans ce concasseur-là. Puis les grains, ils viennent d'où? Différentes provenances. C'est sûr, quand j'ai commencé professionnellement à brasser de la bière, il y avait très peu de matières premières là, fait au Québec. Là, la filiale brassicole n'était pas développée du tout. Là, présentement, ce qu'on voit, c'est qu'il commence à avoir plus de matières premières de qualité. Là, fait qu'il y a une belle malterie à Sherbrooke que je commence à travailler avec eux, entre autres, là, qui font des maltes sur plancher traditionnels comme j'aime utiliser. Même au niveau des levures, il y a un petit labo à la Pocatière qui est ouvert. Fait qu'il va pouvoir me fournir avec mes levures, là, mes souches de levures sélectionnées, qui habituellement venaient soit de la Californie ou ailleurs. Là. Est-ce que tu fais ton propre grain aussi ou pas vraiment? Non, mais l'idée d'être ici, c'est d'avoir une ferme brasserie. Fait qu'il y a un volet agricole associé avec le projet Ovale. C'est surtout avec la production de petits fruits puis de miel. Vraiment, l'implantation proprement dit du verger de petits fruits se fait cette année. Vraiment, il y a plusieurs plants qui se mettent en terre. Ça fait 3 ans qu'on préparait le terrain. Fait qu'on rajoute 30 ruches puis on fabrique on veut produire notre miel aussi. Que tu vas te servir pour la bière ou c'est pour consommation? Plusieurs recettes finalement qui sont comme la recette d'aujourd'hui finalement aussi, là, qui est une bière saison qui contient du miel. Je fais des bragos aussi, qui est un style ancien, là, un hybride entre un hydromel et une bière. Fait que des choses comme ça, on veut produire une partie de nos intrants. On fait des essais en céréales aussi. On a acheté une vieille batteuse. Fait qu'on a fait 2 ans, on fait des essais en seigle, là, des grains qui seraient non maltés, des grains rustiques que je pourrais incorporer aussi dans mes recettes, soit un seigle, un blé, un avoine, quelque chose comme ça. Alors, tu as concassé ton grain ici avec la grosse concasseuse. Qu'est-ce qui se passe après? On peut monter en haut sur la plateforme là, du système de brassage. Wow! Dans cette cuve-là qu'on appelle la cuve matière ou la cuve d'empâtage, c'est vraiment le mélange eau et grains concassés. Là, cette étape-là est terminée. Présentement, je suis en train de transférer de cette cuve-là seulement le liquide sucré vers la bouilloire pour porter à ébullition. Puis ça reste combien de temps dans cette première cuve-là avec le liquide? C'est une étape qui dure environ 6 heures, 6 à 7 heures de temps. C'est pas l'étape la plus longue. C'est vraiment juste la fabrication du mou, du liquide sucré et houblonné ou épicé qu'on va amener à la fermentation. Puis ça reste à une température assez élevée quand même? Cette recette-là en particulier va bouillir pendant 2 heures. Généralement, ça peut être entre 1 heure
1 heure ou 90 minutes là, d'ébullition. Là, c'est bon pour différentes raisons. Aseptiser, là, évaporer une partie de composés volatiles indésirables, là, houblonner aussi. Là, vraiment aller chercher les résines qui sont contenues dans les houblons aussi qu'on peut ajouter à cette étape-là. Fait qu'on va rester près, là, pas trop loin pour... As-tu quelqu'un qui surveille? C'est toi? C'est moi. 100% de la production, c'est moi qui la fais pour le moment. Idéalement, éventuellement, je vais avoir un bras droit qui va m'aider sur la production. C'est ça, mis à part l'embouteillage, mais tout ce qui est fabrication de bière, mais là, c'est seulement moi qui touche à ça. C'est ça. Fait que là, quand c'est refroidi, après l'ébullition, on refroidit, on envoie vers les fermenteurs. Alors ça c'est vraiment l'action des levures qui mangent les sucres qu'on lui a préparés, qui va créer de l'alcool puis va rejeter du CO2. Fait que la fermentation, dépendamment du type de mou et du type de levure utilisée, peut durer aussi court que 4 jours jusqu'à 1 mois et demi de fermentation. Fait que ça dépend vraiment des recettes puis des ingrédients utilisés. C'est gros comment ces cuves-là? C'est quoi la dimension de ces cuves-là? Une 11 pieds et demi de haut, sont assez... Moi, j'aime les géométries de cuves là, beaucoup plus larges. Il y a des détails comme ça dans la fabrication, dans les procédés, là, aussi pointus que la géométrie des cuves va avoir un impact sur le produit fini. Fait qu'une cuve là, carrée, très évasée, versus une cuve cylindro-conique très haute et étroite, la fermentation va avoir une différente action puis va créer des saveurs vraiment différentes en fermentation. Tu dis que c'est ton 4e kit. Est-ce qu'il y avait des formes géométriques différentes, les autres? Ah oui, toujours. Toujours des formes géométriques. Fait que j'essaie différentes choses, là, surtout avec Oval, d'aller un peu plus de l'avant là, avec des géométries un peu plus particulières. C'est ça, le secret! Benoît est fier de ses équipements puis des produits qu'il conçoit, mais c'est un gars très modeste. C'est surtout un passionné de bière et un passionné du métier de brasseur qui englobe, selon lui, la chimie, la physique, les communications, le marketing, etc. En faisant le tour, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de magicien en otage, donc, je vous le dis, son secret n'est pas dans une potion magique. C'est quasiment de la mécanique. C'est un métier qui englobe vraiment... C'est pour ça qu'on s'ennuie pas puis qu'on change pas de métier, on continue à être passionné puis de faire ce métier-là parce que ça englobe tellement de choses, que ce soit comme tu dis, la mécanique de base ou de l'entretien général de tous ces équipements-là, ou que ce soit de la physique, de la chimie, de la microbiologie. C'est des petites entreprises, ça englobe aussi le marketing, la création de marques de commerce, le rapport client, tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses là, pour s'amuser, finalement. T'as pas l'air à t'ennuyer. Ça, c'est quoi, ces petites granules-là? C'est le houblon qui est mis en granules. Ça, le houblon, c'est une plante là, qui pousse là, un peu à la manière d'une vigne là, ou quelque chose là, vraiment grimpante. Ça peut monter jusqu'à 30-35 pieds d'eau. Tu vois l'odeur. Ça, mais finalement, quand il est utilisé, il est mis souvent en granules pour faciliter l'utilisation et la conservation là, en brasserie. C'est beaucoup plus facile à travailler de cette forme-là, puis il est beaucoup plus stable dans le temps pour la conservation aussi. Mais sinon, c'est comme une plante grimpante? Oui, une vigne comme ça qui fait vraiment des cocottes, là, de la même famille que le cannabis, entre autres. Là, fait que ça fait vraiment des belles cloches là, très aromatiques, puis dépendamment des variétés, il y a tellement de variétés d'amertume ou d'arômes là, vraiment particulières, là, spécifiques. Est-ce que tu changes de houblon à chaque type de bière? Oui, je te dirais que oui. C'est jamais le même houblonnage. Là. Il y a certains houblons qui reviennent. J'aime ça travailler quand même avec une liste d'ingrédients assez simple. Là. Je le sais quand même avant. J'aime ça pas trop me complexifier, avoir un procédé qui est facilement réplicable, qui est le fun à travailler, puis que j'utilise pas mal les mêmes matières premières aussi. Fait que les mêmes matières premières reviennent souvent dans les recettes. Là, ça, c'est parce que tu as fait plusieurs tests avec plusieurs types de matières premières? C'est ça. Ça c'est ma 11e année professionnelle cette année. Fait que j'avais fait du brassage maison avant. Fait que je commence à avoir quelques expérimentations là, de fait. Mais il m'en reste énormément à apprendre. Puis il y en a encore beaucoup à essayer. Là, on a un petit 5 minutes avant que l'ébullition commence. Fait que je peux aller vous montrer là, la suite du procédé. Ça, c'est une salle de bain. On s'en sert pour aller à la toilette. C'est rassurant que vous en ayez une. J'ai eu l'impression d'entrer dans un coffre au trésor avec ses barils remplis de bière. C'était comme dans Astérix et Obélix. Sans blague, j'ai vraiment été impressionné. Wow! Ici, on se trouve dans qu'est-ce qu'on appelle le chai, dans le fond. C'est l'endroit où les barriques sont conservés, des barils de bois d'une capacité de 220 litres chacun. J'en ai environ 90. Et les foudres aussi, ça c'est des foudres, c'est des gros barils finalement. Ceux-là, ils ont 2200 litres là, de volume. Fait que c'est ici que la majorité de mes bières là, font un séjour là, pour de l'affinage, maturation, affinage là, en barrique de chêne sur bois. Fait que c'est tout encore
question d'essayer de réinventer son procédé, de créer une signature distinctive. Fait une signature avec en changeant là, son procédé, en créant un procédé différent finalement. Mais la majorité des microbrasseries ont un programme de vieillissement sur bois. C'est une tendance là, depuis plusieurs années. Nous, mais là, on en fait la majorité de notre production, à part des styles plus rapides comme des bières houblonnées, les IPA que je fais. Là. Puis ça peut rester combien de temps dans ces barils-là? C'est différents temps. Normalement, mes produits forts, c'est surtout mes produits forts qui sont là dans les grisettes, les saisons, tout ça. Fait que ça, c'est toujours un minimum de 3 mois. Fait que c'est des assemblages de lots de différents âges qui permettent de créer un produit qui a une constance. Fait que c'est vraiment, il y a des barils de 6 mois, 8 mois, des barils de 3 mois qui sont assemblés ensemble. Mais sinon, il y a d'autres barils qui passent beaucoup plus de temps. Comme là, dans la dernière framboise que j'ai assemblée, il y avait des barils du début là, de 2 ans et demi. Là. Quand même. Quand même. Non, mais est-ce que c'est rare qu'il faut laisser se vieillir ça si longtemps? C'est vraiment le goût. Là. À partir de ce moment-là, là, on peut s'aider de la science, mais c'est vraiment ton nez, ta bouche, ta langue qui va vraiment t'aider à déterminer si quelque chose est bon, si quelque chose faut qu'il patiente encore un peu plus. Donc, toi, est-ce que tu goûtes? Comment tu sais qu'il faut que tu sortes du baril? La partie plate de la job, faut effectivement, faut que quelqu'un le fasse. La partie plate, faut que quelqu'un m'en goûte. Ça, c'est ça. Parce que bien beau prendre des données, des densités, des pH, des lectures, toutes sortes de lectures, mais ouais, faut quand même goûter. C'est le test ultime, c'est-tu bon dans la bouche. Fait que c'est ça. Fait que vraiment pour l'assemblage, surtout, j'apprends dans le fond. Ça fait depuis le début d'Oval, on en faisait un petit peu chez Pitt avant que je quitte là-bas aussi, chez Pitt Caribou, mais fait que c'est quand même de nouveau. Là, j'espère que d'ici 15-20 ans, je vais quand même avoir appris quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais c'est ça, je pense avec humilité, puis je vais tranquillement, mais c'est ça, c'est vraiment passionnant, parce que chaque baril a vraiment sa caractéristique, son identité. La même bière dans 2 barils différents ne sera pas exactement identique. Je me suis sentie très privilégiée d'être admise dans le chai de chez Oval. Je me demande ce qu'ils utilisent pour échantillonner. On utilise un clou en acier inoxydable, là, ce qu'on appelle le Vinny Nail. En tout cas, c'est quelqu'un en Californie qui avait comme développé ça juste pour faire des échantillons sans nécessairement enlever vraiment la soupape là, sur le dessus ou le bung ou le bouchon sur le dessus pour que tu peux introduire de l'air entre autres puis toutes sortes d'autres choses. Fait que en utilisant un petit clou comme ça, on peut échantillonner sans troubler trop ce qui se passe à l'intérieur du baril. Mais comment tu t'enlèves le clou que tu mets ta bouche? On met un verre, idéalement. Un verre, ça fait c'est plus gracieux un peu. Plus civilisé. Mais tu peux le faire directement dans ta bouche si tu veux. J'ai jamais fait, je pense que ça me donne une idée. Je vais essayer. Avec une paille, là. Ça va me sauver de la vaisselle. Tu goûtes à toutes les combien de temps, à peu près? Ben, quand c'est le temps d'assembler, généralement, là, tu sais, ou si je fais une nouvelle recette. Mais déjà, mon procédé, tu sais, j'ai pas mille et une choses dans mon chai. J'essaie d'avoir un chai conséquent puis de développer, de peaufiner des produits, finalement. J'ai toujours une bonne idée de qu'est-ce que ça va goûter ou quelque chose, puis les barils, qu'est-ce qu'ils donnent. Mais je prends des lectures de pH, de densité, tout ça, des comptes cellulaires, aussi des levures en suspension. Mais goûter à partir du moment qu'ils ont 3 mois, mais je peux commencer à goûter, voir si c'est prêt à assembler. Quand la fermentation primaire en acier inoxydable est terminée, au bout du 30 jours, mais généralement, j'ai des barils prêts pour faire un assemblage, puis embouteiller et remplir de nouveau avec ce qui est en acier inoxydable dans les barils. Fait que j'essaie de ne pas laisser de barils vides aussi. Dès qu'ils sont vidés, ils sont remplis de nouveau. T'aurais pas besoin de plus que ça pour ce que tu produis présentement? Ben non, c'est en masse pour moi. C'est toujours le fun d'en avoir plus, tu sais, ça donne d'autres couleurs finalement. Là, tu peux aller chercher des barriques avec des signatures particulières, tout ça. Mais je pense avec le procédé que j'ai là, puis les équipements qui sont en place, là, 90 barils, mais c'est ça, il y en a pas qui vieillissent inutilement trop longtemps, ou tu sais, j'arrive toujours à un bon tempo, ils sont prêts quand je suis prêt à les utiliser. Fait que c'est ça l'idée. Puis tu m'as parlé t'as parlé un peu en fait, comment ça a commencé ta passion pour tout ça, là? On va retourner voir le bouillage. Ah oui, ok, oui, pas de problème. Il faudrait surtout pas que ça déborde. Veux-tu fermer la porte ici? Ouais. Ça a-tu débordé?
On a dit en mars et on a encore 10 degrés à aller chercher avant l'ébullition. OK. Fait que, comment tu as démarré la passion? Tout ça? C'est curiosité. Au début, des jeunes vingtaines, faire son pain, faire sa bière nous-mêmes. Fait que des petits kits, maison, là, des recettes. J'avais ici mon ami qui est encore avec moi dans le projet Oval, là, Pascal Groslot, qui marche sur une rue à Montréal puis qui tombe sur une boutique là, de bière maison. Puis qui ramène finalement à l'appartement un petit kit, un petit système là, pour brasser maison. Fait que cette personne-là qui avait ce magasin-là, la Chape à Baroque, qui s'appelle Stéphane, c'est vraiment lui qui m'a introduit, qui m'a donné mes premières recettes. Il dit fais ça comme ça, puis après ça, la piqûre dans ce temps-là, ça fait pas 1000 ans, là, j'ai de l'air vieux, mais tu pouvais pas googler, Google n'existait pas nécessairement, là, tu sais, c'était pas... fait que c'est vraiment des livres, aller chercher de la littérature, c'était compliqué, tu sais, c'était pas aussi facile. Maintenant, il y a tellement d'informations disponibles là, sur Internet, là, c'est fou. Mais dans ce temps-là, c'était vraiment comme il fallait que tu parles avec des gens, il fallait que tu ailles dans les brasseries, il fallait que tu essaies d'attraper un livre. C'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis après ça, c'était l'idée de venir en Gaspésie pour différentes raisons. Mais Toi, tu viens d'où à la base? Je viens des Grands-Tonds de l'Est. Ma sœur a marié un gars de Val-d'Espoir ici, au village. Fait que je venais les visiter durant l'été. Puis mon ami que j'ai cité, le Pascal Groslot, que j'ai fait mon cégep avec à Rivière-du-Loup. Puis lui, il est originaire d'ici, de Saint-Isidore. Là. C'est lui qui m'a présenté mon ancien partner, dans le fond, Francis Jonca. Il était ami d'enfance avec Francis. Fait que tout ça, ça s'imbriquait un dans l'autre. Puis l'idée de venir en Gaspésie me plaisait beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire, finalement. Hein, c'est la plus proche brasserie au sud là, du Saint-Laurent, finalement, c'était à Québec, la Barberie. Sinon, il y avait les îles de Madeleine qui opéraient déjà. Mais ça, je veux dire, dans le Bas-Saint-Laurent, Montérégie ou Gaspésie, en tout cas, il n'y avait pas rien. Fait que c'était vraiment la Barberie à Québec qui était la plus proche. On disait, puis il y avait très peu de bière sur les tablettes ici, à part les grandes microbrasseries, là, que ce soit Unibrou, Boréal. Il n'y avait pas grand-chose comme off. Fait qu'on voyait vraiment l'opportunité de se faire une petite entreprise là, qui nous permettrait de vivre, premièrement, mais tu sais, puis de boire de la bonne bière. Puis, tu penses, hein? C'est important, tu penses à ça. Oui, c'est ça. Ouais, à 40 aussi, là. Oui, t'as beaucoup de dynamisme. Là. Puis ça te dérange pas de t'impliquer de 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on a démarré Pit Caribou, rentré dans ce projet-là en 2005, 2006. On donne avec beaucoup d'heures, pas beaucoup de moyens, pas beaucoup d'argent, mais monter ça avec la volonté là, de la jeunesse. Ouais, c'est ça, le step finalement entre le brassage maison, le brassage professionnel, ça n'a pas été de tout repos. Là. Il y a beaucoup de choses là, qu'il a fallu apprendre parce que c'est vraiment pas la même chose. Là, t'sais. Comment tu décides justement de passer de brasser chez toi dans ta cave à brasser professionnellement? C'est le goût de le faire. Puis c'est ça, comme je disais, mais quand tu as 26 ans, tu penses pas à toutes ces affaires-là. Tu te dis, on fait ça, on le fait, let's go, on le fait. Puis mon ancien partner, Francis, il avait une drive incroyable. Là, il y avait déjà des équipements dans son salon avant même qu'on ait de local, là, finalement. Là. Fait que on est parti vraiment à fond là-dedans. Puis ça a donné la belle entreprise que maintenant, qui fait travailler beaucoup de monde. Là. Je pense que c'est la plus grosse employeur dans la ville de Percé à l'année, là, vu que les autres usines sont souvent saisonnières. Fait que. Puis ton épopée avec Pit Caribou a duré combien de temps? Ça a duré 8-9 ans. Tu as décidé après ça de voler tes propres ailes et de développer tes produits. On a retourné à un modèle plus petit. Moi, je me considère plus comme un boulanger de village qu'un industriel qui veut fournir tous les GA de la province ou quelque chose. Je veux faire de la bière, ça me passionne au bout. Puis quand j'arrive au niveau que j'ai envie, mais j'ai pas l'ambition d'aller plus loin, qui est pas mal d'avoir, qui est vraiment génial. Ça fait, comme je disais, ça fait du développement, puis ça fait travailler des gens aussi. Ça, c'est l'impact que j'ai moins dans ma communauté. Je fais moins travailler de gens. C'est un peu égoïste dans le fond de ma part, peut-être de vouloir faire ma job, de vouloir en vivre, d'avoir un contexte plus relax, plus familial, une petite famille qui est venue par la suite. L'histoire de Oval a commencé en 2015. Il a maintenant 6 employés saisonniers puis un employé à temps plein qui est un de ses bons amis avec qui il a fait ses premières expériences de brassage. Donc, ça fait seulement 3 ans puis l'entreprise a vraiment eu un démarrage fulgurant. C'est sûr que c'est un démarrage fast track, là, qu'on pourrait dire, parce que c'est ça, j'arrivais avec le bagage d'expérience, des connaissances que j'avais pas, fait que j'ai beaucoup d'erreurs, on en fait toujours, là, tu sais, il y a toujours des choses qu'on va faire mieux dans 5-10 ans, puis
ben, c'est sûr que j'ai pu contourner ou aller plus rapidement vers l'aboutissement du démarrage. Là. Finalement, un démarrage, on parle tout le temps d'une entreprise de 5 ans. Là. Moi, ça va faire 3 ans cette année, puis déjà, c'est déjà confortable. Fait que faut le désirer, mais il faut mettre les efforts nécessaires pour y arriver aussi. Là. Ça, c'est sûr. Tu as parlé du fait que tu voulais produire peut-être moins pour avoir un rythme de vie qui te convenait plus. Est-ce que c'est bien ça? Oui, entre autres, puis avoir un modèle d'affaires différent. La ferme brasserie, là, tu sais, réinventer un modèle d'affaires, là, montrer que c'est ça, de la transformation sur un milieu agricole, puis d'annexer de différentes productions, là, tu sais, que ce soit une production de fabrication de bière, mais là, comme dans ce cas-ci, avec une production agricole, mais que ça pouvait dynamiser, dans le fond, des endroits qui ont perdu un peu de dynamisme, là, comme on parle de l'agriculture, mais elle n'est pas très vivante dans le coin depuis plusieurs années. Fait que c'était un peu ce désir-là, mais aussi effectivement d'avoir du temps un petit peu pour la petite famille, puis se libérer un petit peu. Ça va venir peut-être un peu plus, parce que là, c'est le démarrage quand même, il a fallu mettre du temps, mais je me conservais du temps de famille aussi. Ils ont quel âge tes enfants? 4 ans bientôt et 2 ans et demi. Donc les enfants, la nouvelle entreprise, c'est beaucoup en peu de temps. En même temps, ça c'est sûr. Là. Puis ma copine est entrepreneur aussi. Fait que c'est une dynamique de couple différente. Là. Fait que on compose avec ça. Mes enfants sont matinaux, on dit ça. Quand même, fait que souvent je déjeune avec les enfants, puis je quitte rapidement pour venir préparer l'embouteillage, puis qu'à 8h, quand les gens, les gens qui font l'embouteillage arrivent, mais que ça soit prêt. Sinon, ben, c'est ça, il n'y a personne qui m'attend, fait que ça peut être très relatif par rapport à la journée, qu'est-ce qui se passe à la maison, là. Rentrer un petit peu plus tard, soit aller les porter à la garderie ou les chercher plus tard en journée, fait qu'on essaie de se modifier ça, mais souvent, ben c'est ça, c'est mon équipement de brassage, il est un peu oversize ou surdimensionné là, par rapport au volume que je fais. Pour la raison que quand je brasse, mais j'en brasse pour la peine, justement, je fais des lots de 4600 litres. Fait que si j'avais un petit système de brassage, mais je serais toujours au brassage, puis il faudrait que j'engage des gens pour faire les autres choses. La popularité d'Oval est assez impressionnante. On entend parler de ses produits partout au Québec, puis il y a qu'à annoncer sur les médias sociaux que ces bouteilles seront livrées à tel ou tel endroit pour que les gens fassent la file pour s'en procurer. Que ces produits soient populaires, c'est probablement ce qu'il souhaitait comme entrepreneur, mais ça le dépasse un peu. Non, ça me dépasse totalement. C'est ça. Et encore hier, là, il y avait un arrivage, là, c'est une livraison que je fais à Montréal. Il y avait, je sais pas, 80 caisses de bière. C'est ça, il y avait un vieil ami qui m'a appelé. Il disait, je sais pas qu'est-ce que tu mets dans ta bière, mais il y a au moins 250 personnes dans le parking ici, puis le magasin était plein. Fait qu'en dedans ils ont écoulé ça en dedans d'1 heure et quelques, là, à la limite d'une bouteille par client. Fait que c'est surdimensionné, puis c'est comme ça avant, ça existait pas non plus. Je sais pas si les réseaux sociaux ont un impact aussi là-dedans. Mais est-ce que tu fais une annonce qui est livraison à telle place, à telle heure aujourd'hui? Ouais, c'est sûr. Mes seules publications, moi, j'utilise les réseaux sociaux, Facebook, tout ça. Je dis, bon, les bières qui seront disponibles cette semaine. Fait que là, je dis les endroits de la distribution. Souvent, c'est Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Puis là, si j'en envoie ailleurs, mais je nomme ces places-là aussi. Les gens se déplacent. C'est rue. Ouais, c'est ça. Souvent, les gens m'écrivent pour dire à quelle journée prévoyez-vous la livraison, que je prenne off de la job, tu sais, que je prenne. Fait que je trouve ça assez particulier. Moi, j'étais vraiment un fanatique de bière. J'étais un geek fini de bière, là, finalement. Là, ça me passionne au bout, mais je ferai pas une file d'attente pour une bière. Là, fait que, tu coucheras pas sur le bord de la porte pour avoir tes produits. Ben, c'est ceci étant dit, après ça, c'est tant mieux si ces gens-là. J'espère que ces gens-là, finalement, ils ont quelque chose qui vaut la peine de faire la file, tu sais, qui compense le temps, les efforts qu'ils font pour l'avoir. Là, moi, j'essaie de faire des bières honnêtes, c'est sans prétention. J'essaie de faire les meilleures bières possibles, mais au final, c'est de la bière. On a entendu parler, je me souviens pas si c'est l'été passé ou l'autre été d'avant, à un moment donné, en plein été, grosse saison touristique, plus d'Oval nulle part. Puis, ce qu'on a entendu, c'est, ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est, bon, ben, il y en a plus, la boutique est fermée. Ouais, ben, c'est ça. Ici, c'est la même chose, là, la vente sur place. La première été, qui était une demi-été, finalement, en 2015, il y avait eu un peu de monde qui sont passés. Mais c'était encore, tu sais, moi, j'avais pas mis de pancarte au bord du chemin. Je me suis pas annoncé comme tel. Puis là, finalement, ben, l'année dernière, il y a eu vraiment un achalandage incroyable. Fait que, c'est ça. Même en limitant les gens, mais malheureusement, il en a manqué dans pleine saison touristique, là. Fait que l'idée, c'est ça, j'essaie de mettre une limite, mais faut pas exagérer non plus à la limite, là. Les gens se déplacent à Val-d'Espoir, faut quand même qu'ils repartent avec quelque chose.
c'est dans l'idée d'en faire profiter le maximum de monde, parce que je pourrais dire, bon, ben, il n'y a pas de limite, partez avec tout ça, puis moi, c'est bien correct, là. Je remercie les gens qui sont au kiosque, qui font la vente, puis ça me coûte moins cher, puis j'essaie de faire travailler ces gens-là, tu sais, que je leur promets de faire un petit peu de vente là, durant l'été, puis de faire profiter le maximum de monde en faisant ça. Là, cette année, je sais pas s'il va encore avoir une progression, ou... C'est sûr que les gens voyagent différemment. Puis je pense maintenant, avec tous les micro-brasseries qui ont ouvert aussi tout le tour de la Gaspésie, mais là, il y a vraiment... Il y a des gens qui sont un plus pour leur voyage en Gaspésie, d'arrêter dans tous ces endroits-là. Est-ce que ça crée des frustrations quand les gens arrivent ici puis il n'y a plus rien? Ah oui, absolument. Je reçois des courriels haineux de gens qui me disent que ma gestion de l'offre et de la demande est très amateur, puis que si je fais ça par passion, puis que je devrais faire ça dans mon garage, puis pas le faire professionnellement, fait que... Tu réponds quoi à ça? J'essaie de pas répondre parce que sinon je passerais beaucoup de temps à le faire. Je pense des gérants d'estrade, comme on peut appeler, mais il y en aura toujours, là, mais c'est ça. C'est comme demander à ton boulanger de village que hey, ton pain est vraiment bon, là, tu devrais absolument là, le distribuer dans tous les GA, là, partir d'une usine. Tu sais, lâche ton petit local là, sur la rue commerciale, puis va dans le quartier industriel, puis ouvre-toi une grosse shop à pain, puis tu sais, ton pain est vraiment bon, tu te dois de faire ça. T'sais. Je comprends plus ou moins cette logique-là. C'est sûr que ça peut être frustrant de pas avoir accès à un produit que tu veux, mais... Donc tu crées la rareté. Je sais pas si c'est créer de la rareté. Ça, on me le dit souvent, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement. Créer... Oh! Voilà. Oh oh! Ah non! Oups, ça a un petit peu débordé. C'est de ma faute. C'est correct? Quelqu'un qui dit, on appelle ça un boil over. Un quoi? En anglais, un boil over. OK. J'ai entendu un des brasseurs dire à un moment donné, il y a deux types de brasseurs dans le monde. Il y a celui qui a expérimenté le boil over, et celui qui ne pas du tout. Ça t'était déjà arrivé? Ça t'était déjà arrivé? Ouais, quand tu fais d'autres choses. Maintenant, je fais pas d'autres choses. J'ai dit oui, mais c'est la dernière fois. Tu vois comment ça me déstabilise, créer la rareté, là. Non, mais je retiens pas des lots volontairement pour en mettre à la miette à gauche, à droite, tu sais. C'est-à-dire que c'est prêt, je fais des bonnes batches, tu sais. J'ai su au dernier congrès de l'Association des microbrasseries que 70% des microbrasseries produisaient moins de 1000 hectolitres, ce qui est à peu près mon volume annuel, 1000 hectolitres. Fait que, autrement dit, je produis plus que 70% des microbrasseries au Québec. C'est pas rare. Mais créer la rareté, c'est pas négatif. C'est surdimensionné incroyablement par rapport à ce que je fais. Pour moi, c'est quand même une chance, parce que je fais un métier que j'aime, puis il y a un public pour. Fait que je peux pas demander mieux, tu sais. C'est juste que c'est vraiment surdimensionné. Fait que toi, tu trouves que c'est surdimensionné, mais les gens, qu'est-ce qu'ils te disent, les gens, par rapport à tes produits? Ben, les gens, ils semblent l'apprécier, c'est sûr. Déjà, les meilleures critiques que j'ai, c'est que moi, je m'étais dit que ça allait me prendre 4 à 5 ans avant de vraiment définir ma signature. Puis les gens me parlent déjà de cette signature Oval-là, que quand tu bois une bière Oval, mais tu reconnais Oval. Fait que ça, c'est peut-être le meilleur compliment que je peux avoir déjà, parce que je pensais que ça allait prendre 4-5 ans à y arriver. Benoît n'a pas eu à engager les meilleures firmes de marketing pour vendre sa bière. Il fait des publications extra simples sur Facebook, puis les gens se ruent dans les dépanneurs pour l'acheter. Mais il travaille fort pour avoir un produit de qualité. Oval est devenu populaire naturellement, sans vraiment avoir besoin d'une stratégie marketing super poussée. De quoi rendre jaloux la plupart des entrepreneurs. Je sais pas comment j'agirais si j'avais une stratégie de vouloir créer cette espèce de rareté-là, où j'imagine qu'il y aurait beaucoup plus de promotion, de dire il y a justement des lancements spéciaux de bouteilles ou des événements, je serai là sur place avec des endroits vraiment ciblés. Je sais pas comment je le ferais. Là, je fais de la bière, je la vends. Pour moi, ça finit là. Après ça, il y a beaucoup d'engouement. Mais c'est ça. Tu fais de la bière, tu la vends, mais tout en respectant tes valeurs au niveau familial, par exemple, ou... J'espère que tout le monde, quelque part dans leur métier, dans leur profession, essaie de combiner un petit peu leurs valeurs par rapport à leur travail. Sinon, c'est triste un peu. C'est sûr que c'est pas tous les aspects du travail. Puis même moi, c'est pas 100% des aspects de mon travail qui me fait tant triper. Là, mais c'est sûr, je peux vraiment diriger un petit peu plus mon entreprise vers où que je veux. Puis me créer au jour le jour un univers que je suis bien dedans. Là, puis j'ai inclus ma famille là-dedans beaucoup, parce que je trouve ça important. Là. Ça passe vite aussi, une petite famille. Parlons de la rareté, en fait, et du goût. Je suis curieuse de savoir comment tu fais pour
trouver ces goûts-là? Justement, qu'est-ce qui t'inspire par rapport aux nouvelles saveurs de bière que tu produis? C'est beaucoup de choses. Ça peut être quelque chose, un autre aliment, là. Ça peut être autant un fruit que là c'est beaucoup de miel. Là. J'essaie différentes sortes de miel là, spécifiques là, de saison, là, tu sais, fait qu'ils sont vraiment différents les uns des autres. Puis là, ça m'a inspiré une recette. Ça vient d'un pot de miel, mais c'est différentes choses. C'est tout beaucoup. Des fois, c'est juste même pas plus des goûts que des textures. C'est beaucoup la texture finalement la bière. Au final, la bulle puis le sucre résiduel. Si j'avais pas de famille, je pourrais vraiment pousser la carrière de brasseur vraiment à un autre niveau parce que je me fais beaucoup inviter un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des collaborations un peu partout dans le monde, des brassins collectifs que là, tu apprends beaucoup en échangeant avec les brasseurs. Beaucoup de festivals de bière à travers le monde aussi, tu sais, des endroits que là, tu peux vraiment échanger, visiter des brasseries, puis finalement devenir obsédé totalement, puis devenir unidimensionnel total, puis juste faire ça, mais pousser vraiment ton métier à un autre niveau. Tu sais, il y a des gens qui font ça, des carrières vraiment dédiées, là, dévouées, puis c'est beau. À quelque part, ça amène ton métier à un autre niveau. Moi, je pense pas que je vais pouvoir me permettre ça, peut-être à la retraite, mais à la retraite, je vais brasser. Puis totalement, peut-être. Peut-être que je vais avoir encore cette passion-là, puis je vais pouvoir m'y dédier totalement. Là, je vois ça comme... c'est ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que t'entends par je vais brasser totalement? C'est pas ça que tu fais présentement? Ben, partiellement. Comme je dis, je suis pas autant dédié que je pourrais l'être si j'avais pas fait ce choix-là familial ou de tout ça. Mais j'en fais déjà des bières aux fruits, fait que ce sera les fruits que j'utilise, la framboise, le cassis, l'aronia, la camerise. On fait des essais. On va faire une partie expérimentale aussi avec des vignes, différents cerisiers aussi. Fait que ça, c'est vraiment... écoute, ça me fait vraiment triper. De pouvoir utiliser éventuellement un fruit en saison, là, vraiment frais, qui à côté du bâtiment. Fait que ça, c'est vraiment un aspect que je trouve ça intéressant. C'est pas pour des raisons économiques, parce que ça me coûterait pas mal moins cher là, d'acheter un vrai producteur de fruits qui en fait pour la peine, puis tout ça, que de le produire moi-même. Ça rajoute une poésie, mais ça rajoute aussi un attrait, tu sais, c'est ça justement, ça élargit mon champ de compétences, puis ça a un impact aussi sur mon lieu direct, sur ma communauté peut-être aussi, de voir qu'on peut dynamiser cet endroit-là. Juste après notre rencontre, Benoît est parti au Danemark où il a accepté une des nombreuses invitations qu'il reçoit pour participer à un festival de microbrasseurs. Ça lui arrive pas souvent de dire oui. Il choisit ses festivals avec parcimonie, mais là, il en a profité pour voyager avec sa petite famille. J'aimerais ça aller en visiter une qui a de l'air très inspirante, une petite, vraiment plus petit qu'Oval encore, petite ferme brasserie. Le gars, il utilise pas de pompe, tu sais, il malte une partie de son orge aussi. Vraiment traditionnel sur la ferme, tu sais. Ça, peut-être aller faire un petit croche, j'aimerais ça, là, mais sinon, il y en a tellement, tu sais, je ferais juste ça, puis là, ben c'est ça. Ma blonde n'a pas nécessairement les mêmes passions, fait qu'on va plus aller à Legoland. Le Lego a été inventé au Danemark, fait que là, il y a Legoland, puis c'est le pays des Vikings aussi, fait que là, mon petit gars de 4 ans, sûrement, il va triper solide sur aller voir des marchés thématiques, puis encore des villages, puis des tours, tu peux faire des tours de dracard, là, c'est un métier passionnant, c'est la création de saveurs, fait que les gens... Je pense que ça se relance aussi. C'est quelqu'un qui réussit à faire une très bonne bière, mais les autres sont curieux de savoir comment il a réussi à faire ça. Puis l'autre peut amener ça encore plus loin, puis l'autre va amener ça encore plus loin, puis encore plus loin. Puis au final, c'est super intéressant. Tu sais, il y a toutes sortes de choses créatives qui se font aussi, là, tu sais, qui sortent du cadre en ajoutant toutes sortes de choses dans la bière. Moi, je suis plus dans les ingrédients traditionnels, à part les fruits, tout ça, mais déjà, j'en ai suffisamment avec l'eau, les maltes, les houblons, levure et fruits là, pour inventer 1001 recettes. Là. Fait que tant mieux si ma petite entreprise, comme je dis, peut dynamiser, puis peut amener des gens à vouloir s'établir ou rester ici, la rétention des jeunes, puis refaire venir les jeunes qui étaient partis étudier ailleurs ou d'autres nouveaux arrivants de venir s'établir puis faire dynamiser l'endroit, parce que c'est un bel endroit à vivre, je pense. On a la paix. C'était Benoît Couillard, microbrasseur. Merci d'avoir été à l'écoute de Face Cachée, une série produite par Radio Gaspésie. Au montage, Alex Pelletier, à la réalisation et à l'animation, Maïté Samuel Leduc.